Bonjour, bonjour à tous. Un petit test au micro. Bonjour, il y a des gens connectés aussi sur Livestore. Je reconnais, il faut qu'on se baisse pour que les gens nous voient en fait. Je crois qu'on va être comme ça en fait. Je vais m'approcher un peu. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté, moi c'est Mickaël, je suis un des cofondateurs de Scribe. Et on voulait avec Anaïs en fait vous convier pour un événement sur comment et pourquoi il est important de fédérer ses utilisateurs quand on développe un produit digital, une application web ou mobile. Vous êtes plusieurs à travailler dans différents métiers, d'arrache-pied, à créer les meilleures expériences possibles pour vos clients, vos utilisateurs. Et puis même dans notre quotidien, on utilise tous des apps mobiles en perso, des sites web, et on voit la différence, les grands écarts qu'il peut y avoir des fois entre différentes marques et différentes expériences. Et donc, la question qu'on peut déjà d'abord se poser, c'est pourquoi inclure ces utilisateurs, pourquoi les fédérer quand on veut développer, améliorer un produit? C'est la première question assez basique et c'est pour ça qu'on voulait vous expliquer un petit peu pourquoi c'était important parce que, en fait, comme je disais, on utilise je pense que chaque jour, on rencontre au moins un bug dans les applications qu'on utilise. Sa banque, l'e-commerce, etc. Et quand on est dans le monde pro, je pense qu'il y a encore un peu plus de bugs. En fait. Moi, c'est un peu la sensation que j'ai. Je trouve dans les outils en B2B, un peu plus de bugs qu'en B2C. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a ça. Et quand on regarde, en fait, la façon dont ça a été construit, en fait, les entreprises, maintenant, elles doivent se réorganiser un peu différemment. On a des nouveaux métiers qui ont émergé ces 10 dernières années, product owner, product manager, UX designer, product designer, UX researcher, etc., etc. Il y a plein de nouveaux métiers qui vont encore arriver. Et c'est des gens qui doivent, comme vous, comme nous, qui doivent penser, réfléchir à qu'est-ce que je dois faire dans mon produit pour me différencier de ma concurrence, améliorer l'expérience de mes clients, répondre aux objectifs aussi de l'entreprise, business, satisfaction et produit. Et donc, au fait, aujourd'hui, il y a différentes façons aussi de faire, parce que déjà, comprendre ses clients, ça démarre déjà par comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans mon produit. Donc, il y a des études, des analyses comportementales à mener. Et puis, il y a aussi du quantitatif et du qualitatif. Donc, qui ils sont, ces gens, qu'est-ce qu'ils font dans mon produit, qu'est-ce qu'ils en pensent, et qu'est-ce que je dois faire demain pour améliorer leur expérience. Donc, c'est toute cette notion aussi de récolte de feedback euh, pour, euh, pour les utilisateurs. L'impact que ça peut avoir dans une entreprise, pour faire assez court, c'est l'impact déjà sur les conversions, qu'on soit en B2C ou en B2B. On a toujours des parcours utilisateurs à améliorer, de l'inscription jusqu'au paiement, de l'onboarding jusqu'à l'adoption d'un produit. Donc, il y a des étapes qui sont clés en fait dans un parcours digital. Et en fait, le B2B et le B2C, c'est la même chose finalement. On veut amener un utilisateur dans une expérience digitale d'un point A à un point B et d'un point C, etc., etc. Et du coup, chaque étape, en fait, est hyper importante. Et c'est pour ça qu'il y a les métiers comme product designer, PM, etc., qui doivent en fait réfléchir en amont à comment améliorer ces parcours-là. Et ça a un impact fort après sur les objectifs d'une entreprise d'un point de vue business. Ça peut avoir aussi un impact sur le support client. Si j'ai une meilleure expérience produit, finalement, j'aurai probablement moins de bugs, donc moins de tickets au support. Donc, je peux aussi réduire mes coûts au centre de contact, par exemple, ou au service client. Et finalement, la satisfaction client, c'est un impact fort. On a un client qui est content, c'est prouvé. On a une meilleure rétention. On peut forcément garder en fait le client plus longtemps et favoriser aussi l'adoption de son produit et aussi la recommandation. Un client qui va être content va être plus apte aussi à recommander l'entreprise, la marque, l'expérience qu'il a eue avec le produit au sein de sa communauté. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait aussi un peu vous réunir et aussi parler de ce sujet-là un peu plus en profondeur, vraiment avec des cas concrets en fait. Donc on a avec Anaïs invité de chers collègues, partenaires pour témoigner de l'importance en fait et qu'est-ce qu'elles font vraiment dans leur métier quotidiennement, les enjeux pour justement répondre à l'importance de fédérer ces utilisateurs au sein de ces projets. Quoi.
Merci Mickaël pour l'introduction. Et donc, voilà, pour compléter ce que tu dis, moi je me présente, Anaïs, donc je suis dirigeante et cofondatrice de BIAP. Nous, notre métier, c'est d'aider nos clients à créer des outils digitaux et principalement des applications mobiles. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, nous, on va travailler tous les dispositifs utilisateurs très en amont. Donc, comment, du coup, on collecte du feedback utilisateur avant de créer le produit pour créer la meilleure plateforme. Et après, on va travailler avec Script et du coup d'autres dispositifs moins plateforme mais du X pour justement essayer de travailler la connaissance client. Voilà, donc le sujet est hyper intéressant en tout cas pour du coup créer des outils qui soient performants et bien évidemment pour parler de ce sujet le mieux c'est quand même d'avoir des invités qui témoignent et donc du coup on va vous faire deux petites capsules, deux petits moments. Donc Mickaël va échanger avec Hélène Delaporte, qui est Lead Product Manager chez Dashdoc. Ça fait 3 ans que tu es sur Nantes, c'est ce que tu m'as expliqué. Et du coup, elle va venir avec Mickaël sur un petit peu comment, du coup, elle travaille sur ce dispositif, on va dire, de collecte de feedback utilisateur et de performance produit. Et puis après, je prendrai la suite, du coup, avec Karine, qui est directrice digitale chez Camping Car Park. Et du coup, on parlera aussi de comment tu travailles toute cette mise en place des dispositifs sur une cible très senior, donc un peu plus particulière. Voilà pour le programme de ce matin. Et puis pour terminer, du coup, après ces deux petites capsules, on se fera un temps avec un ou deux tips et puis vos questions aussi pour Karine et Hélène. Voilà, pour qu'on puisse répondre aussi aux questions, aux interrogations que vous avez. Voilà, parce qu'on est parti du coup. C'est parti. S'il y a des questions aussi sur Livestorm, n'hésitez pas, vous avez des questions et le chat en bas à droite. Surtout pas hésiter, on aura ce moment de questions. Et du coup, j'invite Hélène à monter sur cette magnifique scène qui a été organisée par le Palace et BIAP. Ça va, Hélène? Pas trop chaud? Oui, ça va. Ouais. Merci en tout cas d'avoir répondu présente à l'invitation. Je vais te laisser te présenter qui tu es, ton parcours. Et puis après, on parlera un petit peu plus en profondeur de Dashdoc et de ce que tu fais chez Dashdoc. Je te laisse te présenter. Ça marche. Moi, je m'appelle Hélène, j'ai 34 ans, je travaille chez Dashdoc depuis 2 ans et demi. Avant ça, j'ai eu un début de carrière dans des grosses entreprises françaises qui étaient implantées à l'étranger, donc notamment chez Decathlon et Pierre Fabre, et je faisais de la logistique. Donc voilà, rien à voir avec mon métier actuel. Et puis, j'ai commencé à faire du produit chez Pierre Fabre sans savoir que c'était du produit. C'est venu assez naturellement et ensuite je me suis formée au design parce que l'UX c'était quelque chose que j'avais découvert sur le tard et qui me plaisait beaucoup. Donc je me suis formée au design et je suis rentrée chez Dashdoc en tant que product designer, donc la première product designer. Et donc maintenant je suis lead PM chez Dashdoc. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez Dashdoc. Non. Je te laisse peut-être Hélène expliquer ce qu'est Dashdoc. Donc Dashdoc c'est un produit B2B en SaaS qui est destiné principalement aux transporteurs routiers. Donc, c'est un outil métier. Qui dit outil métier dit enjeux qui ne sont pas forcément les mêmes B2C, pardon. Et qu'est-ce qu'on fait chez Dashdoc? En fait, on permet aux transporteurs routiers de digitaliser leurs activités. C'est une industrie qui est assez en retard par rapport à la digitalisation. Et donc, il y a encore beaucoup de choses manuelles qui sont faites, répétitives, des doubles saisies, etc. Ce qui fait que cette industrie du transport routier, aujourd'hui, elle est très compétitive. Les donneurs d'ordre pressent les transporteurs routiers comme des citrons pour avoir les meilleurs prix possibles sur les transports. Et en fait, ce qui fait que les transporteurs routiers ont très peu de marge. Et ces marges-là, en fait, ça les fait basculer du côté rouge, on va dire, sur leurs aspects financiers, et ce qui fait qu'ils peuvent ne pas s'en sortir. Aussi, on voulait, nous, permettre aux transporteurs routiers de leur donner plus de visibilité sur leurs activités. Aujourd'hui, en fait, quand vous commandez une pizza ou quand vous commandez un colis sur Amazon, vous savez quasiment exactement en temps réel où se trouve votre colis, où se trouve votre pizza. Quand Carrefour commande un transport pour partir d'un entrepôt et livrer ses magasins, ils sont aveugles.
Donc, l'idée, c'était de donner de la visibilité là-dessus, de faire remonter les informations en temps réel. Ma marchandise est abîmée, j'ai du retard parce qu'il y a des bouchons. Finalement, la personne à la réception ne peut pas réceptionner ma marchandise, etc. Pour ensuite pouvoir facturer le service, donc le transport, plus rapidement, plus facilement. Voilà. Donc, on est arrivé en tant que petit pousset sur l'industrie, puisque des éditeurs de logiciels, on avait déjà, hein, ils ne nous ont pas attendus, donc ça faisait 30 ans qu'ils étaient sur le marché. On est arrivé en 2018 sur le marché du transport routier, et maintenant, on est un peu plus de 70. D'accord, vous êtes entre Nantes et Paris, hein, c'est ça? C'est ça, et on a un bureau aussi au Benelux à Anvers. Donc toi, Hélène, tu travailles dans l'équipe, tu leads l'équipe product, des product managers. Tu connais cette comment l'équipe est organisée? Donc, chez Dashdog, on est un peu plus de 70 au total. Il y a à peu près une grosse vingtaine de personnes à la tech, donc plutôt développeurs. Et côté produit, on est 6. Donc, il y a 2 designers, 3 PM et une data analyst. Aujourd'hui, on est organisé avec la méthode ShapeUp. Je sais que certains d'entre vous sont familiers avec cette méthode-là. Mais ce qui fait que les designers travaillent en transverse et chaque équipe, chaque PM va avoir une équipe qui va bouger ou non en fonction des cycles, mais de dev, donc 3-4 développeurs, le designer ou la designer et puis le PM. Et l'idée, c'est d'avoir des cycles assez rythmés, des cycles de 6 semaines, avec 2 semaines de pause, qu'on appelle des semaines de cool-down, ce qui fait que, en fait, toute la boîte, donc c'est pas juste l'équipe produit, hein, c'est toute la société est rythmée sur ces cycles-là, et ce qui fait que ça nous permet d'avoir aussi de la visibilité en externe. Quand on parle à nos clients, eux, ils connaissent nos cycles de développement, et quand on leur dit, là, on est en train de travailler là-dessus, le prochain cycle, ça commence début septembre, et on travaillera sur cette fonctionnalité, c'est assez clair pour eux. En fait, c'est des rythmes qui sont partagés. Et donc, tu es arrivé il y a maintenant pratiquement 3 ans, hein, chez Dashdog, 2 ans et demi, 3 ans. Tu as pu voir, donc j'imagine, cette application a évolué quand même ces 2 dernières années. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui? C'était quoi les grandes transformations qu'il y a eu depuis que tu es arrivé chez Dashdog en termes de produit? Oui. Alors, effectivement, le produit a pas mal évolué. Alors, il évolue, je ne sais pas si c'est de façon proportionnelle avec l'évolution de l'équipe, mais c'est vrai que quand je suis arrivée, on était une vingtaine et là, on est plus de 70. Donc, les équipes se sont renforcées. Pourquoi? Parce que aussi, on a décidé d'adresser un nouveau marché, qui est le marché du TMS. Donc, TMS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Transport Management System. Tout comme vous travaillez avec HubSpot pour gérer vos bases clients ou avec Slack pour vos communications en interne, le TMS, ça permet aux transporteurs en fait, c'est leur outil métier, de générer leurs commandes sur leur outil, de les envoyer à leurs conducteurs pour distribuer des missions, de gérer des plannings, de recevoir les informations en temps réel, de partager éventuellement les ordres de transport avec leurs clients. Et ensuite, ces ordres de transport-là, à un moment donné, ils vont se retrouver sur une facture qui va devoir être envoyée au client et que le client va payer. Et donc, en 2021, il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, un client nous a poussé sur ce marché-là. Il nous a dit, avant, historiquement, alors je ne vais pas vous faire tout l'historique de Dashdog, mais historiquement, on faisait de la ICMR. C'est quoi la ICMR? C'est un document de transport qui s'appelle une lettre de voiture, et la lettre de voiture est obligatoire. Dès que vous transportez de la marchandise, vous devez être en possession d'une lettre de voiture qui va décrire ce que vous transportez, d'où vous êtes parti, où est-ce que vous allez et pour qui vous le faites. Donc, ce document de transport est obligatoire et jusqu'il n'y a pas très longtemps, c'était les feuilles carbone. Vous savez que vous signez en 4 exemplaires, enfin, ça fait 4 exemplaires, vous en donnez un peu à chaque partie prenante. Et donc, nous, on avait digitalisé tout ça, on était devenu leader sur la ICMR. Ça se passait très bien, etc. Et puis, un gros client avec qui on travaillait nous a dit on en a marre de notre TMS, là, ça fait 20 ans qu'on se le traîne. Est-ce que vous voulez bien devenir un TMS? Alors, on lui a dit alors oui. Par contre, il y a un peu de boulot. Et donc, c'est suite à ça, il y a 2 ans, où on s'est dit bon, allez, go. En fait, il y a des besoins, il y a une demande, on y va.
Mais pour devenir un TMS, il y avait une grosse marche à franchir. Il nous manquait pas mal de cases dans notre produit. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Donc, c'est une décision de boîte, en premier. L'accompagnement de clients qui nous faisaient confiance, parce qu'en fait, on n'avait rien à lui montrer. Il utilisait Dashdog pour la ICMR, mais en fait, il comptait sur nous pour remplacer complètement leur outil métier. Et puis, une fois qu'on a pris la décision, c'est là qu'il y a des étapes à suivre. Et les étapes, c'est quoi? C'est de faire l'état des lieux de ce qui nous manque, qu'est-ce qui est le plus critique, de faire beaucoup de discovery, passer du temps sur le terrain, comprendre, OK, il manque ça. Aujourd'hui, vous le faites avec votre éditeur de logiciel, vous êtes habitué, ça fait 10 ans que vous travaillez avec, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez faire à la fin de la journée? Parce qu'aujourd'hui, vous cliquez sur 15 boutons, mais en fait, en vrai, qu'est-ce que vous voulez arriver à faire à la fin de la journée pour être satisfait de votre journée et pour pas partir à 20h le soir parce qu'en fait, tout prend trop de temps. Et donc, beaucoup de discovery, beaucoup de temps sur le terrain. Quand on ne peut pas se déplacer, évidemment au téléphone, en visio, etc. Quelque chose de très important aussi, c'est communiquer la roadmap. Pourquoi? Parce que les commerciaux, ils sont très contents, ils sont très excités. On leur dit, on va devenir un TMS, super. Du coup, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à eux. Par contre, il y a aussi des frustrations. De dire, on a décidé de faire ça, donc on ne fera pas ça. Et donc, communiquer la roadmap en interne, mais aussi en externe, c'était très important pour qu'on soit tous alignés. Et sur les rythmes aussi que ça prend. Parce qu'en fait, c'est des rythmes assez longs. Chez Dashdog, on est habitué à délivrer assez rapidement les choses. Et là, c'était des rythmes qui étaient plus longs parce que c'était des briques qui étaient plus grosses, on va dire. Donc voilà, il y avait ça qui était important. Et la dernière partie qui me semble très importante dans ce genre de cas, c'est les tests utilisateurs. Voilà, donc on a fait tester, et on n'a pas fait tester tout d'un coup. Donc c'est-à-dire qu'on a fait tester plusieurs fois à plusieurs moments du développement. On va le voir juste après, parce que Hélène nous a partagé quelques exemples concrets aussi. Donc on va pouvoir vous illustrer ça. Mais moi, je trouve que l'histoire elle est quand même incroyable. En fait, il y a 2 ans, un client vous dit j'aimerais que Dashdog vous creusiez cette partie-là. Et là, vous foncez. Donc, j'imagine que ça n'a pas été une décision facile à prendre. Vous avez dû étudier le marché du TMS avant de vous lancer là-dedans. Mais je trouve l'histoire incroyable parce que grâce à ce client-là, c'est un peu grâce à lui que vous en êtes là aujourd'hui. Ou est-ce que vous avez participé? Là, on voit, il y a eu des interviews d'utilisateurs aussi. Tu peux aussi un peu nous expliquer comment vous faites ça, quoi. Mais, alors, c'est grâce à lui, oui et non, je pense que ça a été l'élément déclencheur. En fait, on ne savait pas si on voulait y aller, si on ne voulait pas y aller. Ça nous semblait être une montagne. On se disait, les éditeurs de logiciels, ça fait 30 ans qu'ils font ça, etc., etc. Et en fait, le fait d'avoir ce client qui nous dit, on vous attend, allez-y et on croit en vous, entre guillemets, nous, on s'est retroussé les manches. Après, alors, c'est pas parfait. Ça veut dire qu'il y a aussi de la co-construction. Co-construction, c'est génial. C'est-à-dire que le client, il met à disposition du temps de ses équipes pour que nous, on passe du temps avec eux pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ce dont ils ont besoin, les choses qui fonctionnent moins bien, etc. Pour vraiment construire quasiment de zéro, même si, en fait, on avait déjà un produit. Donc, en fait, on n'avait pas les avantages de partir de zéro, puisqu'en fait, on avait de l'historique. Donc, avec des mécanismes, des modèles de données qui étaient existants, etc., avec lesquels on devait composer. Voilà. Et puis, il y avait aussi tous les utilisateurs existants. Eux, ils n'avaient rien demandé. Et là, on leur dit, Dashdog, on va le faire évoluer, etc. Bon, très bien. Mais eux, ils étaient très bien sur le produit qu'on leur proposait jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est pas forcément tout rose tout le temps. Et puis, aussi quelque chose à bien avoir en tête, c'est la co-construction, c'est génial. Il faut juste s'assurer que les gens avec qui vous construisez le produit, c'est des gens qui rentrent dans votre cible, ICP, comme disent les sales, dans votre cible business. Parce que ça peut être quelqu'un qui vous porte, etc. Mais si, in fine, ce n'est pas votre cible business, à la fin du chemin, vous vous retrouvez avec un super produit. Par contre, votre cible, elle est un petit peu en décalé. Donc, ça ne répond pas totalement. Donc, soit vous changez votre cible, soit vous changez votre produit. Mais voilà pour le déclenchement. Et donc, comment vous impliquez vos utilisateurs dans les prises de décision? Donc là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un focus group. Vous avez rassemblé les utilisateurs vraiment en physique. Vous nous expliquer. Donc, alors là, sur cet événement précisément, qu'est-ce qui s'est passé? C'était
En fait, la différence d'un TMS, on va dire, classique et de Dashdog, et c'est vraiment ça qui fait notre force, et c'est aussi sur ça qu'on se base pour prendre nos décisions de produits, c'est les clients qui nous le disent, qui étaient avant chez des éditeurs de logiciels et qui sont venus chez Dashdog. Et alors, on est plus petit que les éditeurs, et on a moins d'expérience, donc en fait, notre profondeur produit est plus limitée. C'est normal parce qu'en fait, on n'a pas 20 ans derrière nous. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, les gens viennent chez nous pour avoir du collaboratif. Donc, tout est en temps réel, hein, c'est un SaaS, donc tout est en temps réel. Donc, c'est-à-dire que les deux collègues qui sont l'un à côté de l'autre au bureau peuvent travailler sur le même planning. S'il y a une photo qui est prise parce que la palette est cassée, ben, ils vont la voir en même temps, etc., etc. Et tout est en instantané. Ça, c'est la première chose. Collaboratif et puis intuitif. Donc, c'est-à-dire qu'avant, une nouvelle personne qui arrivait chez un transporteur, pour prendre en main son outil de travail, ça lui prenait, pour être à l'aise avec, ça lui prenait 1 mois, 1 mois et demi, pour être autonome sur l'outil de travail. Alors, je ne vous ai pas mis de screenshot parce que l'idée, c'est pas de passer du temps à en parler, mais c'est un peu comme ce qu'on avait dans les années 2000, hein, donc avec des boutons partout, des choses qui clignotent, des menus à n'en plus finir, etc. Donc, s'il y a des product designers dans la salle ou en ligne, s'ils voient ça, ils peuvent faire une attaque, je pense. Mais donc, les gens, ils viennent chez nous pour pour la partie aussi intuitive et proche des utilisateurs. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder, évidemment. Donc là, ce cadre-là de ce focus group, c'est quoi? C'est on a rassemblé des transporteurs routiers pendant une journée et on leur a demandé comment vous voyez votre métier, votre industrie dans 10 ans. Alors, ce n'était pas un exercice facile, parce que même de dire où je me vois dans 1 an, c'est parfois un peu compliqué. Donc, en fait, nous, on est parti de qu'est-ce que vous faisiez, comment vous travaillez il y a 10 ans. Donc là, c'est marrant de se souvenir de comment on travaillait avec les téléphones, etc. Donc, parfois, il y a des gens qui poussent un peu avant 10 ans. Donc, qu'il n'y avait pas de portable, qu'ils faisaient des missions longues à travers l'Europe pendant 3 semaines sur la route, etc., etc. Donc, il y a 10 ans, aujourd'hui, comment vous travaillez aujourd'hui et quels sont vos enjeux aujourd'hui et quels seront vos enjeux dans 10 ans. Selon comment vous ressentez le marché aujourd'hui, selon ce que vous demandent vos clients, etc. Et donc, nous, ça nous a permis aussi de partager notre vision de Dashdog sur qu'est-ce qu'on veut atteindre demain. Et en fait, c'est marrant parce que les gens autour de la table, ils ne se connaissent pas. Ils font pas forcément le même métier dans les mêmes activités. Donc, par exemple, un transporteur routier qui va transporter des palettes pour Carrefour, il fait pas trop le même métier que quelqu'un qui va vider de la terre d'un chantier et qui va faire du recyclage, par exemple. Pourquoi ils font pas le même métier? Parce qu'en fait, c'est pas la même réactivité qu'il faut, c'est pas les mêmes prix, c'est même pas les mêmes contraintes. Donc, négocier avec un Carrefour, c'est pas la même chose que négocier avec une boîte locale, etc., etc. Et donc, même s'ils n'ont pas le même métier, même s'ils n'ont pas les mêmes contraintes précises au quotidien, finalement, ils disent tous la même chose. Et ils disent, nous, on veut garder les gens qu'on a chez nous, donc fidéliser les gens, parce qu'on a du mal à recruter. Donc, quelqu'un qui aime bien son outil métier, en fait, ça va aussi pencher dans la balance pour rester dans la boîte, plutôt que de retourner dans une autre boîte qui a le vieil outil qu'on n'aime pas. Et la rentabilité, être plus rentable. Ou en tout cas, sauver ma marge. Et avec Dashdog, on voit qu'ils gagnent des jours de trésorerie, parce que tout, étant donné que tout est en instantané, on n'a pas à récupérer les feuilles volantes dans les camions pour recevoir le paiement de la facture qui a été émise il y a 30 jours. Et du coup, donc, après, comment vous continuez à impliquer les utilisateurs après, quand vous allez concevoir après ces expériences et ces produits de demain? Comment ça se passe après, quand tu arrives à cette étape assez importante, la conception? Du coup, tu peux nous expliquer un peu comment vous organisez chez Dashdog pour ça? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça va vraiment dépendre du sujet. Il y a des choses, des évolutions de produits, on sait où on va, il n'y a pas besoin de tests utilisateurs, on sait exactement où est le problème. Pas besoin de passer par 4 chemins. Il y a d'autres choses qui sont plus exploratoires.
Aujourd'hui, on a 9000 utilisateurs actifs, 9000 conducteurs actifs sur notre application, parce que ça, j'en ai pas parlé, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais en fait, on a 2 produits. Une application mobile qui est utilisée par les conducteurs, les chauffeurs routiers, qui sont sur la route toute la journée. Ils reçoivent leur mission la veille ou le matin, et ils savent ce qu'ils doivent faire, où ils doivent charger, qu'est-ce qu'ils doivent livrer, etc., etc. Donc là, on a à peu près 9000 en actifs. Et après, on a les gens qui sont au bureau. Donc, les gens qui sont au bureau, c'est ce qu'on appelle on les appelle les exploitants. Et en fait, eux, ils vont recevoir les commandes par téléphone, par mail de leurs clients. Et ils vont devoir dire oui, j'ai une dispo demain et je te le fais à 400 €. Ok, très bien. Et donc, à partir de ce moment-là où il y a eu un accord, là, il faut que ça rentre dans le flow. Et donc, eux, ils sont sur une application web qui est complètement différente de l'application mobile. On l'a vu tout à l'heure. Il y avait la partie web à gauche, l'application mobile avant. Donc, du coup, les tests utilisateurs, vous vous en doutez, ne sont pas les mêmes, ne se déroulent pas de la même façon en fonction de si on fait un test utilisateur avec un exploitant qui est au bureau, qui a 3 écrans devant lui, 2 téléphones qui sonnent et qui est en fait surchargé du matin au soir. Et un test utilisateur avec un chauffeur routier qui est sur la route toute la journée, qui capte une fois sur 2, qui en fait devait avoir sa pause à midi, mais finalement ce sera à 13h, et qui n'est pas très à l'aise avec son téléphone. On a une petite vidéo d'ailleurs, hein, si tu veux peut-être. C'est ça en fait. Alors, test utilisateur pour les chauffeurs routiers. C'est ça. Et donc là, en fait, nous, on voulait tester, alors je ne vous ai pas montré tout le flow, hein, c'était juste pour vous montrer, vous connaissez, mais Figma avec les prototypes interactifs. Et donc là, dans ce cas très précis, on n'a pas fait de développement. En fait, les tests utilisateurs, nous, il y a 2 moments pour le faire, on va dire. Il y a le moment pré-développement, donc sur des maquettes Figma. Alors, étant donné qu'on n'a que 2 designers, on ne leur fait pas faire des maquettes Figma avec des flows complets à chaque fois, parce que sinon, en fait, ils passeraient leur temps à faire des maquettes Figma prototypées et interactives. Donc, soit on le fait en pré-développement, soit on fait une fois qu'il y a un développement de fait. Donc, le développement, il peut ne pas être abouti, c'est pas grave. Première itération, un truc un peu pas très propre, mais c'est pas très grave. C'est pour comprendre, pour vérifier que le flow est bien saisi et qu'on n'est pas à côté de la plaque. Donc là, dans ce cas-là, ça a été un test utilisateur pré-développement. Donc, l'hypothèse de base, c'était une demande. Donc, juste pour contexte, on a 9000 utilisateurs sur notre mobile et il y en a 7000 qui n'ont rien demandé, pour lesquels tout va bien. Et puis, on a un gros client qui nous dit le flow là, il manque ces informations-là. Si on n'a pas ces informations-là, on ne peut pas travailler. Bon, très bien. Comment on fait pour ne pas déranger tout le monde? Et pour ne pas dire, il y en a quelques-uns qui voulaient ça, donc maintenant, ça va changer pour tout le monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le mobile, on n'y touche pas trop depuis ces 2 dernières années, puisqu'on était assez mature dessus, ça marchait bien. Vous vous souvenez l'histoire de la ICMR? On était parti du mobile, donc on était assez mature sur l'application, ça roulait bien, on n'avait pas de soucis. Donc, on ne voulait pas tout chambouler. Sauf qu'on avait besoin de résoudre ce problème. Et donc on a travaillé avec le designer sur 2 nouveaux flows mobiles et un flow plus dense que l'autre, on va dire, qui répondait à plus de besoins que l'autre, avec plus de changements. Et on l'a fait tester au conducteur avec un prototype Figma. Et suite à ces tests-là, en fait, nous, on a tiré des conclusions. Alors, évidemment, ce n'était pas le prototype 1 ou le prototype 2, c'était un peu des deux. Mais voilà. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'une fois qu'on a fait ces tests utilisateurs, on a fait des arbitrages. Et puis, on a dessiné le nouveau flow, on l'a développé. Maintenant, il est en prod et il est activé à tout le monde. Donc, on a eu quand même des gens qui ont appelé le support en disant « Je ne comprends pas, ça, c'est un nouvel écran, qu'est-ce qui se passe ?» Mais globalement, ça s'est bien passé. C'est ce que j'allais te demander, en fait, parce que donc, vous faites des choix après de passer en delivery, donc de décider de produire et de développer un mix des prototypes 1 et 2 en fonction des retours des premiers utilisateurs. Maintenant, ensuite, c'est comment après vous interagissez avec vos utilisateurs pour vous assurer qu'ils comprennent un petit peu ça. Donc, si tu veux partager un petit peu comment vous faites ça aujourd'hui à date chez Dashdog pour interagir avec vos utilisateurs. Oui. Alors, en fait, ce qui est super chez Dashdog, c'est que tout le monde a accès aux utilisateurs.
Donc, n'importe quel qui tu es dans la boîte et n'importe quel métier tu fais, tu as accès aux utilisateurs. Donc, si demain, tu as besoin d'appeler un tel pour essayer de comprendre son cas d'usage, ou si tu as besoin de te déplacer, etc., c'est accessible. Donc, ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est que, donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de Dashdoc. Deuxième chose, c'est qu'on collecte beaucoup de feedback utilisateur. Donc, aujourd'hui, on n'en a pas parlé des outils, mais aujourd'hui, on utilise Harvester. On était chez Product Board avant, on a changé pour Harvester en fin d'année. Harvester, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment comme Product Board. Donc, c'est un outil qui regroupe tous les feedbacks des utilisateurs et qui permet de les qualifier. Et donc, on a beaucoup de volume. C'est-à-dire que les équipes aux opérations qui vont être en contact direct tous les jours avec nos utilisateurs, ils vont rentrer les feedbacks utilisateurs et nous, au produit, on va les traiter, on va les qualifier, etc. Et ça va nous servir pourquoi demain? Ça va nous servir pour dire, en fait, par exemple, là, le que je vous ai montré sur mobile, en fait, il n'y avait pas qu'un client qui était intéressé, il y en avait 10. Ces 10-là, je le sais parce que, en fait, je l'ai vu dans Harvester et je vais les contacter. Et donc, c'est comme ça que se passent les liens entre le produit et les clients. Et ensuite, pour avoir le retour, c'est soit via des tests utilisateurs, soit ils font des remontées directes pour le support. Et sinon via Scribe. On utilise Scribe pour collecter des feedbacks. Donc, par exemple, une survey Scribe qu'on a lancée, on a fait des modifications qui n'étaient pas forcément visibles au premier coup d'œil sur notre application web. Et moi, j'ai voulu savoir, je pense que c'est le slide d'après. Voilà. Donc, moi, j'ai voulu savoir, on ne voulait pas faire une grande communication dessus, etc., parce qu'ils sont déjà noyés de communication. Par contre, je voulais juste m'assurer que tout le monde était au courant qu'on avait fait ces changements-là, qui n'étaient pas hyper visibles, mais qui allaient leur faire gagner beaucoup de temps. Et en fait, on a utilisé Scribe et on a construit en fait une survey dessus avec des réponses à des questions et puis des vidéos. Donc, on a intégré des vidéos, des avant-après, des visuels en fait. Des avant-après, donc avant-après, par exemple, moi j'utilise Genially, qui est assez bien fait, et on l'intègre, et ensuite on peut le mettre directement dans Script. Voilà, et avec des liens évidemment sur des articles d'aide helpdesk classiques. Donc en fait, aujourd'hui, on utilise Script pour deux choses. Collecter des feedbacks, mais aussi informer les utilisateurs sur les nouvelles et les guider, entre guillemets, pour les orienter sur l'adoption de nouvelles fonctionnalités. Parce qu'en fait, pour faire la promotion d'une nouvelle fonctionnalité, il y a plusieurs canaux disponibles. Chez nous, chez Dashdoc, c'est soit le canal humain. Donc, on a la personne au téléphone, on discute d'un autre sujet, on lui dit « Ah, au fait, on a sorti ça, je pense que ça pourrait te plaire. » Voilà, donc ça, c'est le plus naturel, on va dire, mais c'est pas scalable. Ensuite, on a la newsletter, voilà, qui part une fois par mois, mais qui n'est pas lue de tous, et voilà. Et ensuite, on a les communications réseaux sociaux, mais c'est pareil, c'est assez limité. Et puis ensuite, on a Scribe, donc qui va directement dans le produit, alerter ou en tout cas interagir avec l'utilisateur. Ok, c'est beaucoup d'étapes pour concevoir, enfin, faire un produit, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est. Enfin, merci Hélène en tout cas, parce que là, tu nous as vraiment expliqué de bout en bout comment on réfléchit, comment déjà on fait fédérer ces utilisateurs jusqu'à aller mettre en prod une fonctionnalité et d'aller aussi jusqu'à la promouvoir et la faire adopter. Un grand merci pour ça. Ma dernière question, ça serait quoi tes 3 recommandations aujourd'hui pour faire fédérer pour bien comprendre le besoin de ces utilisateurs? Du coup, ça serait quoi tes 3 recommandations aujourd'hui? Alors, pour bien comprendre le besoin utilisateur, d'aller à la source. Et ne pas prendre pour acquis le feedback qui a été écrit par quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui relate un coup de fil ou une visio avec un client, etc. Donc, aller à la source. Parce que souvent, on se rend compte que le problème initial, c'est pas exactement ce qui avait été écrit. Vouloir faire bien,
mais ne pas se perdre dans les détails. Donc, savoir où on s'arrête. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est la definition of done. Et de dire, une fois que ça c'est fait, on arrête. Parce qu'en fait, ce sera jamais parfait. On peut toujours passer 6 mois de plus à essayer de peaufiner le truc. Et donc, la definition of done, c'est hyper important. Dès qu'on fait une nouvelle fonctionnalité, c'est de se dire, à partir de quand on dit que c'est bon, et on tourne la page, on passe à autre chose. Et la troisième chose, c'est de ne pas oublier d'avoir le contact avec les utilisateurs. Alors, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais en fait, nous, on essaie de se rappeler chez Dashdog que c'est important, nos utilisateurs, et en fait, c'est vraiment ça qui fait notre ADN et notre force de frappe. Et donc, tous les mois, j'essaye de prendre une journée, je vais chez un client, chez un prospect, je m'assois à côté de lui et je lui regarde travailler. Je lui parle, etc., etc. Alors, logistiquement, c'est pas le plus simple. Hein. Voilà, donc il faut trouver des créneaux, les gens sont dispo, ils t'appellent la veille en disant non, mais finalement, c'est pas possible, tu reviens une autre fois, etc. Mais en fait, c'est primordial parce que parfois, tu parles dans des choses trop compliquées. En fait, la simplicité, c'est la personne, elle arrive pas à facturer à temps parce qu'elle est débordée. Ok, bah, en fait, qu'est-ce qu'on met en place? Et en fait, il y a des choses très très simples qui naissent de ça, de ces observations. Alors qu'en fait, tout seul, en brainstorming dans une salle de réunion, tout ça, en fait, on peut générer beaucoup de bruit, mais ça va pas soulager nos utilisateurs. Merci beaucoup, Hélène. On aura l'occasion de poser quelques questions après, mais en tout cas, un grand merci pour ce retour d'expérience. Oui. Honnêtement, c'était très précis, très complet et détaillé aussi. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça vous a donné une bonne vision de ce que fait Dashdog. Et puis, comprendre aussi le métier de lead de PM, qui est un vaste sujet quand même, beaucoup de responsabilités. Donc, un grand merci pour ça. Et puis, du coup, j'invite Anaïs et Karine pour partager. À nous, merci beaucoup pour cette première capsule. Alors, Karine, avant de commencer, ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes, aussi que tu nous présentes brièvement Camping Car Park, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas Camping Car Park, et qu'on fasse un petit focus sur ta cible, qui est quand même particulière. Oui. Mais très engagée. En particulier. Bonjour, donc Karine Brouwer, je tairai mon âge. J'ai 34 ans, comme Hélène. Moi, je suis donc directrice digitale chez Camping Car Park depuis 5 ans, très investie sous toute la partie, on va dire, produit, de fait, parce qu'on avait vraiment besoin de faire une refonte complète du système d'information. Donc, c'est passé par évidemment toutes les parties émergées de l'iceberg par lesquelles on a commencé. Donc, l'application, puis le site internet, puis les logiciels automates. Je vais vous en dire un petit peu plus là-dessus. Et puis, on a refait toutes les applications métiers de l'entreprise, puisque notre métier, c'est la gestion d'air pour camping-car à distance. Donc, en l'occurrence, on gère pour le besoin de collectivités, quelques partenaires privés, un parc de 400 aires, de presque 500 maintenant, aires pour camping-car. Qu'est-ce que c'est une aire pour camping-car? C'est un espace dont la propriété reste celle des collectivités, hein, ils sont propriétaires du foncier. Et nous, derrière, on apparaît comme gestionnaire au travers d'une délégation de services publics ou ce genre de contrat. Et on intervient pour eux pour pouvoir entrer et sortir des camping-caristes sur l'air et monitorer justement les entrées et donc, de fait, les facturer pour le temps passé sur l'air. Donc, je disais à peu près presque 500 aires maintenant en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'on est en train de partir à l'export, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, etc. On connaît aujourd'hui à peu près 2 camping-caristes français sur 3, ce qui est énorme. On a une compréhension du business B2C qui est le besoin B2C des camping-caristes qui est juste énorme et sans commune mesure, puisque nous, on ne leur vend pas de camping-car, évidemment. Hein, par contre, on sait vraiment ce qu'ils font, comment ils le font et où ils le font.
Donc voilà, donc la société a été créée en 2011 par Corinne Bruel et Laurent Maurice, qui sont deux anciens gestionnaires de camping. Pendant 20 ans, ils ont eu des campings et pendant 20 ans, ils ont constaté qu'année après année, bien que le marché des camping-cars se développait, eh bien, ils envoyaient de moins en moins dans leur camping. Ils étaient également très investis dans des associations toujours institutionnelles dans l'univers de l'hôtellerie plein air. Et ce constat qu'eux avaient fait à leur niveau a été fait par d'autres campings. Donc, ils ont cherché à comprendre pourquoi cet état de fait, pourquoi il y avait de moins en moins de camping-caristes sur les campings, alors même qu'il y en avait de plus en plus sur les routes. Et donc pour ça, eh bien, ils sont partis sur le terrain, ils ont fait le premier test utilisateur. Ils sont partis sur le terrain, à la fois à la rencontre des collectivités. Là, ils ont clairement avéré le besoin d'avoir une infrastructure qui allait se mettre en place pour accueillir les camping-caristes et pas juste aux périodes d'ouverture des sanitaires des campings. Toute l'année, un camping-cariste, ça paye son camping-car entre 50 000 60 000 euros, voire plus. Et donc, à ce titre, ça entend l'utiliser le plus souvent possible, qu'ils soient en activité ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est sortir beaucoup. En moyenne, je crois que le chiffre, c'est en gros 70 jours par an. Donc, c'est juste énorme, en fait. Donc, si on leur propose une solution qui n'est disponible que globalement l'été, bah, pour eux, ça ne répond pas aux besoins. D'autre part, c'est une cible qui est extrêmement engagée, tout à fait passionnée par son camping-car. Je ne connaissais pas du tout cet univers. Je ne peux pas dire que j'étais transcendée par l'idée, mais alors quand on commence à travailler avec les camping-caristes, mais dingue, quoi, parce qu'ils sont passionnés, mais complètement passionnés. C'est leur raison de vivre. Donc en fait, ils sont plus que prêts à partager leurs besoins. C'est une cible qui est quel âge? Alors voilà, c'est une cible qui est plutôt, on va dire, globalement âgée, alors qui rajeunit de plus en plus, hein, clairement. On le voit très bien avec l'avènement des vannes et des fourgons, qui est en train de vraiment prendre de l'essor de manière extrêmement visible, même dans les rues. Hein. Mais c'est vrai que nos clients qui viennent sur les aires viennent chercher donc le fait qu'on soit ouvert toute l'année, viennent chercher aussi la sécurité. Et donc, on répond à un vrai besoin de personnes qui sont un petit peu plus âgées, qui ont entre, on va dire, 60 et 70 ans. Donc, pas nécessairement digital native au premier chef. Alors, ça me permet de te poser ma deuxième question, qui est, souvent chez Biap, on a des clients qui disent, le digital, c'est pas pour les seniors. Du coup, le web et le mobile, ils comprendront pas. C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Alors, déjà, nous, ils travaillent essentiellement avec du web et du mobile, puisqu'en fait, on a 3 outils qui sont à leur disposition et qui sont, dans les faits, il y en a 4. Il y a le service relation client qui prend un certain nombre d'appels et qui procède à des ventes régulières. C'est loin d'être le premier point d'entrée. Ils les appellent essentiellement s'il y a un souci. Mais par contre, ils vont utiliser soit l'automate qui est posé à l'entrée de l'aire et qui reste un outil web, hein. C'est une React Native avec une interface. Ils doivent acheter. Alors, chez Camping Car Park, quand on devient client, on achète ce qu'on appelle un pass-étape, qui est une carte de débit, en quelque sorte, sur laquelle on va mettre de l'argent. On met de l'argent sur son compte carte pass-étape. Cet argent sera débité au fur et à mesure de ses séjours. Et donc, sur l'automate, ils vont pouvoir acheter et la carte pass-étape et recharger leur carte pass-étape au gré de leur séjour. Donc, le premier point d'entrée pour eux, celui qui les accueille sur l'air, puisque la gestion d'air, elle se fait à distance et on n'a personne sur les airs, dans les faits, ils doivent pouvoir travailler avec l'automate. Donc, il y avait un gros enjeu d'avoir un outil qui soit le plus convivial et accessible possible, y compris à une cible qui n'est pas très excitée, on va dire, par les outils digitaux de base. Donc ça, c'est le premier outil aujourd'hui, clairement encore, hein, depuis toujours. Et puis, vient clairement l'application qui a pris un élan très important depuis la refonte qu'on a fait ensemble en 2020, on sent bien que les clients vont comparer les produits parce que maintenant, ils sont dans leur camping-car et ils peuvent aller constater les disponibilités sur l'aire suivante qui les intéresse, voire réserver sur cette aire, recharger leur compte, évidemment. Ils peuvent faire toutes les fonctionnalités les plus basiques avec l'application. Et puis, on a un troisième outil qui est celui le moins utilisé, mais qui n'a pas la même vertu non plus. L'application est très on the spot comme l'automate, alors que le site web, pour sa part, contribue plus à préparer finalement son voyage. Il a plus un rôle aspirationnel finalement. Et dire, voilà, où est-ce que j'ai envie d'aller?
quelles sont les destinations qui sont finalement à ma portée, où est-ce que c'est, tous les détails qui peuvent. Alors, pour se rendre compte un petit peu aussi de la portée, tu peux nous partager soit le nombre d'utilisateurs actifs ou le nombre de téléchargements des applis? Alors, le dernier chiffre de téléchargement d'appli, je ne l'ai même pas regardé, c'est moche. On doit être à quelque chose comme 300 000 à peu près. Ce qui représente par rapport à notre clientèle. Aujourd'hui, je disais, on connaît 2 camping-caristes sur 3. On évalue le marché à peu près 700 000 camping-caristes en France. Donc, on est... voilà, Donc, les 60-70 ans utilisent du Ah oui, très bien. Et puis, ils l'utilisent de plus en plus. Ils sont de plus en plus investis. On sent bien que leur adoption est clairement de plus en plus nette. C'est clair, les chiffres le disent. Et en préparant cette table ronde, tu me disais que vos utilisateurs, ils étaient super ambassadeurs, que ça avait un côté des fois hyper positif et des fois, c'était pas toujours évident à cadrer pour ton orientation produit. Comment tu animes ça au quotidien avec ton équipe et comment tu priorises ce qui t'apporte pour te dire, ça, oui, je l'embarque dans le produit et ça, non, c'est peut-être un peu too much et c'est parce qu'ils sont ultra engagés et je décide de plutôt le déprioriser. Alors, les ambassadeurs, ça remonte à il y a longtemps. Je vous disais que Corinne Laurent était partie avant de construire la société, enfin, avant d'imaginer de mettre en place la société pendant 1 an sur le terrain. Et donc, ils ont rencontré évidemment des tas de collectivités pour essayer de comprendre quels étaient les besoins, mais aussi des tas de camping-caristes. Donc, ils sont camping-caristes eux-mêmes. Donc, forcément, ils ont déjà une très bonne compréhension. Et puis, ils ont compris qu'il y avait certains clients qui étaient, par leur caractère passionné, plus engagés que d'autres et tellement engagés qu'ils sont susceptibles de se mettre à l'entrée de l'air pour venir aider un camping-cariste qui n'arrive pas à s'en sortir avec l'automate ou qui n'arrive pas à sortir de l'air ou nous prendre des photos ou nous faire un rapport sur les bornes électriques qui ne fonctionnent pas sur l'air. En fait, ils sont assez incroyables. En fait, on a comme ça on doit avoir une petite centaine, on va dire, d'ambassadeurs. Le couple, en général, c'est monsieur et madame qui s'y mettent et qui font ça juste parce que pour eux, il y a un tel intérêt à ce produit Camping Car Park, ça répond tellement en fait à leurs besoins, à leurs attentes, que ils ont vraiment envie de s'investir à nos côtés pour nous faire avancer et avancer plus vite. Donc évidemment, quand on a refait l'application il y a quelques temps, on a clairement... on s'est adressé à eux en toute priorité. Alors, et on en a sélectionné 8 de mémoire. On les a rassemblés dans une pièce. Et puis, on avait commencé à leur montrer des maquettes en tout genre. On a essayé de les faire se projeter dans une application. Alors, on partait d'une application existante, certes, mais qui était extrêmement basique, qui ne faisait pas grand-chose. Donc, on avait un bon point de départ pour ce qu'on ne voulait pas refaire. Et par contre, on essayait de se projeter dans quelque chose qui ne serait pas trop lourd à développer, parce que c'était la première brique du nouveau système d'information. Donc, ça revenait un peu à mettre les rideaux avant même d'avoir coulé la dalle, donc c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais voilà, on était vraiment dans une dynamique où on avait besoin de les entendre pour comprendre. Avec quand même présent à l'esprit toujours qu'un ambassadeur tellement investi, tellement impliqué, connaît tellement bien le produit, qu'il ne se pose pas les mêmes questions que le client qui, lui, ne le connaît pas. Or, nous, l'application, il fallait vraiment qu'elle puisse permettre à tout à chacun, y compris les clients qui ne connaissaient pas encore le réseau ou même les mécaniques de Camping Car Park, parce que c'est quand même un outil qui est très atypique. Il n'y a pas, et dans son fonctionnement avec cette carte passe étape, la carte de débit, etc. Et dans son, il n'y a pas d'équivalent en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent direct sur notre métier de gestionnaire de camping-car. Donc, il ne fallait pas qu'on se fasse non plus embarquer trop par les ambassadeurs sur des choses qui étaient tellement spécifiques que finalement, elles n'auraient pas répondu à des problématiques d'un client lambda qui, lui, abordait les réseaux de manière très nouvelle. Donc, comment tu as fait? Tu as réinterrogé les utilisateurs neutres? Alors, on s'est appuyé déjà beaucoup sur notre premier apporteur d'idées, notre premier utilisateur, qui sont les fondateurs, qui sont eux au contact dès qu'ils partent sur le réseau. Ils partent tous les ans, ils partent plusieurs semaines d'affilée sur le réseau, vraiment pour jamais perdre le contact avec le terrain, que ce soit les collectivités ou les camping-caristes. Et puis encore une fois, ils sont camping-caristes eux-mêmes, ils sont plutôt très pragmatiques, donc déjà ils ont des très bonnes idées. Donc ça c'est une bonne chose. Mais pareil, ils sont très engagés, très impliqués. Donc effectivement, on a ensuite travaillé alors plus en
en poste. Moi, n'étant pas camping-cariste, j'ai apporté, j'ai envie de dire, ma pierre à l'édifice, mon équipe aussi, parce qu'aucun de nous n'était camping-cariste, donc on a aussi fait un peu la balance en se disant, oui, ça va être quand même très très difficile à comprendre si on aborde le sujet de cette façon-là. Et puis ensuite, on a travaillé avec les analytiques, évidemment, une fois en production, pour se dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Dans les faits, on est plutôt pas mécontent du résultat. Et du coup, donc on vous a parlé des tests très amont qui permettent de définir ta roadmap. Et après, sur le comportement de tes clients dans l'interface, que ce soit sur le web, les boards même, ou les applis. On a vu qu'Hélène, du coup, voilà, mettait des petits questionnaires, utilisait des outils comme Script pour collecter du feedback. Toi, ça se passe comment? Comment tu organises ça? C'est très artisanal pour le moment. Je tenais à faire un produit comme Script est plutôt assez excitant parce qu'effectivement, cette possibilité d'interagir avec l'utilisateur de manière très réactive et sur le moment, on peut se dire que ça doit être assez riche d'enseignement. Donc, j'ai pas cette chance sur l'application, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, on a des clients qui viennent au bureau et donc régulièrement, on leur pose des questions, ou c'est même eux qui nous font des retours. Comme je disais, un camping-cariste, c'est un passionné. Donc, quand il a un retour à faire, il est il remonte facilement. On a un service client qui est à 2 pas de notre bureau. Donc, eux nous font des retours régulièrement sur comment faire évoluer l'appli pour que ça fonctionne de manière plus efficace. Mais évidemment, sur les volumes, on n'est pas à ce que pourrait nous apporter un outil comme Script ou d'autres outils, j'imagine. Et tu utilises peut-être des outils d'analytique quand même pour comprendre un peu où il y a des points de blocage. Oui, avec toutes les limites des analytiques des apps qui sont, comment dire, un petit peu fatigants. Je vois pas ce que tu veux dire. Et du coup, pour terminer, est-ce que du coup, tu aurais pareil trois conseils pour du coup pour les personnes qui nous écoutent sur comment faire pour engager ces utilisateurs? C'est quoi les limites aussi? Des fois, quand je discute avec des personnes produits, ils me disent il faut écouter ces utilisateurs, il ne faut pas écouter ces utilisateurs non plus, parce que quand on les écoute trop, on peut aussi sortir un produit qui est à côté. Ouais, je rejoins ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est qu'effectivement, et c'était l'écueil qu'on ne voulait pas prendre avec les ambassadeurs, on ne voulait pas faire un produit pour les ambassadeurs, on voulait faire un produit pour l'ensemble des clients camping-caristes, mais tout en sachant que les ambassadeurs sont très au contact souvent des nouveaux clients. Donc, on essaie tout le temps de challenger ce qui était trop loin. Ou pas assez. Et donc ça, c'est effectivement je pense que le premier conseil, c'est de dire bien identifier sa cible. J'en reviens vraiment sur ce que disait Hélène. C'est vrai que plus on connaît son client, plus on essaie de se projeter dans son quotidien, plus on vit l'expérience client. Il y a une chose qu'on fait systématiquement quand on est salarié chez Camping Car Park. Une des premières choses qu'on fait dans les 15 jours de son arrivée, c'est aller sur une aire. Ça a l'air de rien, mais encore une fois, c'est un métier qui n'existe que peu aujourd'hui. Donc, si on n'est pas allé sur une aire, comprendre ce que vit le camping-cariste, c'est juste impossible, en fait. C'est extrêmement éclairant. Donc ça, déjà, c'est quelque chose dont on s'est beaucoup nourri, notre compréhension, les voir se comporter sur l'air, comment on gère des services quand on n'a jamais eu un camping-car, c'est un peu particulier. Donc, oui, bien comprendre sa cible, bien comprendre son besoin, de façon à être sûr de faire un outil qui va répondre aussi à son contexte d'usage. Nous, on sait qu'il va vraiment utiliser l'application quand il est sur la route. On transporte moins généralement un ordinateur pour aller sur une aire qu'on va prendre une application. Et puis, on sait qu'il bouge beaucoup, il bouge tous les jours, jour et nuit. À peu près, donc on sait qu'ils aiment se mettre derrière le volant, donc il faut qu'on leur donne des outils aussi qui vont leur permettre de se projeter sur la prochaine destination, sur la disponibilité de la prochaine destination, sur ce qu'ils vont y trouver, sur ce qu'ils vont pouvoir. Un camping-cariste, camping-car park, c'est vraiment un touriste. Donc, ce qu'il aime, c'est tous les bons plans qu'il va pouvoir trouver sur place, comment il va pouvoir contribuer à faire fructifier, j'ai envie de dire, le territoire sur lequel il se déplace. Donc, vraiment, ce premier conseil, ce serait ça. J'aurais envie de dire, le deuxième conseil serait le même, au sens où vraiment jamais lâcher son utilisateur du regard, en fait, parce que là aussi, c'est le risque. On est une société en croissance.
Le contexte qu'on avait il y a quelques années quand on a pensé l'application, puis le site web, ont énormément évolué depuis. Le réseau a doublé de volume en termes d'offres. Donc, comment est-ce qu'on vit avec ça? Comment est-ce qu'on va embarquer? On a parlé de scalabilité tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on va intégrer cette évolution pour que ce qui fonctionnait bien à 200 R fonctionne toujours à 500 et fonctionne toujours à 1000. Donc, avoir toujours un tout petit peu à l'esprit l'évolution du besoin de demain et même, j'ai envie de dire, l'évolution du comportement client. Là aussi, on était sur un client qui était, comme je disais tout à l'heure, pas un digital native, mais qui, on le sent, prend de plus en plus de confiance avec son téléphone et donc a envie de faire de plus en plus de choses. C'est là aussi l'équilibre de trop ou pas assez. Nous, on a fait le choix avec l'application dans une car park d'avoir quelque chose d'assez light pour vraiment faciliter au maximum le tunnel de commande, justement en pensant à la cible, en se disant, voilà, on ne veut pas leur donner quelque chose de trop riche pour que ça fonctionne. Et donc voilà, donc on s'est arrêté à certains endroits vraiment pour ne pas aller aussi loin que le site internet, qui évidemment est plus souple dans son utilisation et va beaucoup plus loin. Et troisième conseil, monitorer, alors ça rebondit pas mal sur le deuxième, c'est comment est-ce que je m'assure que ma conversion est bonne, comment est-ce que je m'assure que l'outil finalement répond aux besoins des utilisateurs, comment est-ce qu'il met en valeur l'ensemble du tunnel de commande qui ne servent pas que à visiter, parce qu'au bout du bout, ce qu'on veut, c'est malgré tout, c'est faire des ventes avec un outil de ce type-là. Merci beaucoup, Karine. Avec plaisir. On donne les 2 petits conseils, puis après, on est ouvert à vos questions. Merci. Je vais faire ça de mon côté, c'est moi qui continue. Voilà, nous, quelques tips côté BIAP, vraiment en amont. Nos tips sont complémentaires, hein. Il y a de l'amont et il y a de l'aval, donc je laisserai Mickaël sur l'aval, mais en tout cas, du coup, nous, on considère que quand on démarre un produit ou même qu'on démarre une entreprise, ce qui est important, c'est de mapper ses personas, donc quelles sont les cibles, créer un panel pour pouvoir discuter avec, pour mieux comprendre ce que tu as expliqué, Karine, on fait les dirigeants avec leurs super ambassadeurs. Ça, c'est hyper clé pour, du coup, challenger sa vision et être sûr d'être dans la bonne justesse. Il faut les solliciter au bon moment, les utilisateurs. On peut les solliciter pour comprendre leurs besoins. Donc, ça va plutôt être des interviews très libres. On peut les solliciter aussi, comme tu l'as dit, sur la maquette produit, pour un peu les orienter, leur montrer ce qu'on va leur apporter, les faire réagir dessus. Donc, c'est les solliciter au bon moment, en fonction de nos réflexions. Et puis, une fois qu'on a développé le produit, bien évidemment, continuer de nourrir du coup cette dynamique pour pouvoir adapter sa roadmap. Et nous, Scribe, on est une plateforme Product Discovery. Donc, en fait, on va vous aider vraiment sur toutes ces étapes clés du parcours, ce dont on parlait Anaïs à l'instant. Mais déjà, la première étape, c'est de comprendre qui sont mes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font dans mon produit. Nous, on va avoir cette partie d'analyse comportementale, aussi bien sur web et mobile. On sait que sur mobile, les enjeux en analytics sont très, très difficiles. Et c'est très, très difficile aujourd'hui d'avoir. Donc, nous, on va faire vraiment cette partie de compréhension. Deuxième partie, c'est créer des segments d'audience. Donc, en fonction des sujets sur lesquels on va travailler, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau parcours, etc., une refonte, on va pouvoir créer des segments utilisateurs. Donc, on va pouvoir dire, tiens, j'ai 10 000 clients, je vais uniquement travailler sur ces 2 000 utilisateurs parce qu'ils ont un comportement qui est en lien avec le projet sur lequel je travaille et qui ont aussi un certain type de profil. Donc, ça va être intéressant que j'interagis avec eux. Donc, on va pouvoir créer des segments. Et puis, la troisième chose, c'est forcément la partie analyse, récolter ces insights. Et nous, ce qu'on a intégré donc, avec toute notre partie dashboard et IA, de pouvoir vous faciliter le travail, à gagner du temps, à comprendre très rapidement ce que disent vos utilisateurs. Et ça, on sait que dans les équipes produits, le temps, c'est très, très important. Donc, on essaye, en tout cas, de construire cette plateforme dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on travaille aussi bien avec des marques B2B que B2C. Là, il y a par exemple IP qui est ici à Nantes. On travaille aussi avec HelloWorld, Doctolib, dans différents secteurs, en fait. On travaille dans le secteur e-commerce, dans le secteur finance, tech, etc. Donc, en B2B et en B2C.
Donc voilà, vous pouvez y accéder avec script.app si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est sur le marché et qu'on aide les équipes produits à bien comprendre le besoin de leurs clients. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Karine et Hélène? On va peut-être vous laisser remonter si vous avez des questions, ou est-ce que vous voulez qu'on prenne les questions autour d'un café? C'est possible aussi. J'ai une question pour Hélène. Ça remarque en interne et en externe. Comment, sous quelle forme partager ce format? Et puis, l'autre question, c'est dans quelle mesure comment vous gérez les attentes que ça génère, notamment auprès des commerciaux et par rapport à d'éventuels deadlines et d'engagement par rapport à la disponibilité de fonctionnalités futures pour gagner des Alors, avant, avec Product Board, ils ont une fonctionnalité roadmap publique. Donc, on utilisait cette partie-là pour mettre à jour ce qu'on avait prévu dans les 18 prochains mois. En interne, c'était un peu plus simple. Ça pouvait prendre différents supports. Soit on se basait aussi sur Product Board, on communiquait, soit on faisait un support, etc. Alors, étant donné qu'on travaille en méthode shape-up, on a des rendez-vous très régulièrement. Et un des rendez-vous s'appelle la dating. Et c'est le moment où les cofondateurs ou le cosier se réunissent sur la table avec l'équipe produit et décident de l'autre prochain cycle, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Par rapport aux commerciaux, c'est pas simple. Alors, je vais répondre en 2 temps. Premier temps, ce qui nous a permis aussi de mettre les commerciaux avec nous et de générer le moins de frustration possible, c'était en face de chaque fonctionnalité ou chaque sujet qu'on voulait aborder, on mettait du MRR. En disant, ça va débloquer tant de MRR. Pourquoi? Parce que vous nous dites que vous n'arrivez pas à signer ce deal parce qu'il vous manque ça. Et moi, je vous dis qu'en utilisant, en taclant ce sujet-là, d'après ce qu'il y a dans notre CRM, ça va nous rapporter. Donc, en fait, mettre un MRR en face d'une fonctionnalité, d'une future fonctionnalité, ça parle aux commerciaux. Voilà. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est par exemple cette année c'est assez particulier. On a décidé, donc je vous ai dit il y a 2 ans, notre client qui nous a dit allez-y, je vous attends, faites un TMS, soyez un TMS, très bien, devenez un TMS. Et dans la brique TMS, il nous manquait la brique, ce qu'on appelle la brique facturation. Et on a décidé jusque maintenant alors je ne l'ai pas évoqué, mais le sujet du make or buy. De dire, mais en fait, ce sujet-là, nous, on ne veut pas l'aborder. Il y a des gens qui très bien qui font de la facturation, c'est leur cœur de métier, on se branche avec. Voilà. Pour ces brancheurs, on a fait des intégrations, c'est branché avec 4 outils de facturation. Penny pour ceux qui connaissent, Books, c'est les Américains, etc. Et sauf que c'est très bien, sauf qu'au bout d'un an et demi, nos utilisateurs ils nous disent non, on ne peut plus, ça ne marche pas, ça ne va pas, etc. Et en fait, ce qui fait que nous, on fait le service après-vente de Penny, parce que nos clients ne sont pas contents avec Penny. Mais nous, c'est des clients pas contents, donc on ne veut pas. Du coup, on essaie de boucher les trucs, parce que ce n'est pas du tout ce qu'elle a. Donc, ce qu'on a décidé, une grosse décision pour le projet, c'est en fin d'année, de l'année dernière, c'est plutôt de buy, de make. Et donc, ça, c'est le projet de l'année 2023. Et donc là, pour revenir sur les commerciaux, on a dit aux commerciaux tout ce qu'on avait prévu de faire pour 2023, qui pouvait vous procurer des leads, on ne le fait pas, parce qu'on va faire la facturation. Donc, tout le monde est très content, mais c'est une stratégie de boîte, ça a été porté par la boîte. Donc, évidemment, au produit, moi, on a fait tout un benchmark, etc., qui nous a mené à la décision de on va le faire. Et à partir du moment où on a pris cette décision, on a été assez clair en interne en disant c'est très bien, on est très excités de le faire, ça va nous prendre 8 mois, et pendant ces 8 mois-là, du coup, on fera beaucoup. Et en fait, là, cette année, moi, je me sens beaucoup moins cette frustration des commerciaux, puisque en fait, c'est une direction de boîte qu'on a prise et on va faire l'impression. Voilà. Et en fait, ça va nous donner plein d'autres opportunités. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question parce que
il y avait un point commun, notamment dans vos deux interventions, sur le sujet que vous traitez. Pas forcément camping-cariste au départ, pas forcément passionné de transport routier en arrivant chez Dashdog. Comment, du coup, toute cette collecte de feedback, elle vous a permis de vous plonger un peu? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressortez, vous avez l'impression d'être devenu plus expert grâce à ça? Enfin, tout ce dialogue avec vos utilisateurs, quel impact ça a, vous, sur votre imprégnation dans le sujet, votre passion peut-être maintenant pour ce sujet-là? Vous pouvez Vas-y. Chez Dashdog, c'est un petit peu pareil chez Camping Park, c'est-à-dire qu'en fait, les 2 premières semaines, on les passe sur le terrain. Moi, j'ai commencé chez Dashdog, c'était un plein confinement. Donc en fait, j'ai vu mes collègues au bout de 2 mois. Par contre, dès le premier jour, j'étais avec les clients sur la route, donc j'étais dans le camion et j'étais aux exploitations. Donc, passer du temps avant les gens travailler. Et en fait, quand un utilisateur te dit ah, la fonctionnalité que vous venez de sortir, ça me permet de rentrer chez moi à 18h et de voir des enfants, et avant je rentrais à 20h, bah, en fait, ça remet l'humain au cœur de tout. Et on se rend compte de ce que c'est. Et à contrario, quand ça ne marche pas, soit on a pris des mauvaises décisions de produit, soit des soucis de performance, etc., ou des bugs. Et que, en fait, la personne, on voit dans ses logs qu'elle a travaillé jusqu'à 3h du matin. Là, ça nous tord un peu le vide. Donc, en fait, que ce soit n'importe quelle industrie, à partir du moment où en fait, on est de l'humain, ça rend les choses et l'empathie beaucoup plus fortes et essentielles à nos métiers. Ouais, je valide complètement. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivée chez Camping Car Park, c'est, au-delà d'aller sur une aire, c'est de dépouiller toute l'enquête client de l'année précédente pour essayer de comprendre un peu quels étaient les pain points, où est-ce qu'ils avaient des irritants, en fait, quelles étaient les problématiques qu'ils rencontraient. Et évidemment, j'ai non seulement compris ça, mais aussi plein d'autres choses dans leurs attentes, etc. Et dans la foulée, je me suis mise à valider tous les avis clients parce qu'en fait, je trouvais ça hyper intéressant, extrêmement riche, et ça m'a permis d'énormément m'imprégner de leur quotidien. Alors, je fais plus ça aujourd'hui, si ce n'est pour les avis des stores, parce que là, ça me permet de rester très connecté avec les clients. Il y a un constat que je fais depuis quelques temps, on est en train de se développer assez fortement en Allemagne, on a de plus en plus de clients allemands qui viennent sur les aires, et en France, tout le monde là. Et alors, ils ont pour le coup une réaction assez différente, ils sont sans concession, il faut que ce soit tout mais parfait et parfaitement clair. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se pose un certain nombre de questions pour bien adresser cette cible-là. Mais c'est vrai que les avis, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est d'une richesse extraordinaire. Et je te rejoins sur le fait que ça permet juste de se mettre dans de manière très très pragmatique. Une autre question, oui. Merci déjà pour on a parlé de product discovery, de comment est-ce que c'est important de bien connaître nos utilisateurs. Une fois qu'on connaît bien l'utilisateur, ça se transforme en fonctionnalité. Et donc, du coup, c'est les équipes de réalisation aussi qui reprennent la main. Comment est-ce qu'on embarque les équipes de réalisation justement dans cette dynamique? Voilà. Moi, j'ai la chance, j'ai une équipe de développeurs, donc ils sont formidables, ils nous font confiance aux produits, ils sont vraiment très investis, mais à la fois aussi dans le challenge. Donc, une fois de temps en temps, ils n'hésitent pas à dire tu vois, peut-être que je leur ai comme ça, et on leur apporte des compléments d'information qui leur permettent soit d'avérer d'ailleurs, enfin, qui permettent soit d'avérer leur suggestion d'enrichir encore le produit, soit justement de partir sur ce qu'on avait imaginé avec les ambassadeurs et les utilisateurs. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais ressenti la moindre difficulté à les embarquer, juste parfois un petit peu d'explication complémentaire ou là, de US de passer. Nous, notre organisation fait que, en fait, le product manager, c'est pas lui qui va décider de la solution. Le product manager, il est là pour comprendre le problème et pour le retranscrire. C'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer, et là, on commence à plutôt bien le faire. C'est la phase de conception. Ça, c'est très, très important. Avant, on ne l'avait pas vraiment, et maintenant, on le fait de plus en plus. La phase de conception, c'est quoi? C'est, avant même de commencer quoi que ce soit, de mettre la main dans des mains dans le cambouis, c'est à la fin, je dirais, la discovery, c'est de dire, OK, j'ai bien compris le problème, je comprends bien le scope de où ça va et qu'est-ce qu'on veut régler,
mes hypothèses, c'est ça et ça. Éventuellement, la solution qui viendrait un petit peu de façon assez naturelle, ce serait ça. Mais posons. Et donc, du coup, autour de la table, il y a les développeurs. Ils vont dire, non, mais attends, ce que tu dis, c'est pas possible techniquement, ça va être un chantier, etc. Il y a le design qui est là pour dire, on fait n'importe quoi. Et il y a les opérations. Donc, on a un référent Ops qui va dire, non, mais le vrai problème, c'est pas de pouvoir sélectionner des transports et dire qu'ils sont terminés, c'est de voir des couleurs différentes dans le planning, parce qu'avec des couleurs différentes, je sais que le vert, il est terminé, le violet, il est en cours, et donc là, sur le violet, il est en cours. Et donc, c'est cette phase de conception qui avant était vraiment sur le PM, sur le Product Manager, que maintenant, on diffuse un petit peu plus autour. Et en fait, on se retrouve en fin de cycle avec avoir des vraies fonctionnalités. Et en fait, on ne s'est pas pris les pieds dans le tapis techniquement, parce qu'en fait, les devs étaient recrutés au début. Le design, je ne suis pas surpris en mode non, mais en fait, ça ne va pas du tout, les composants, c'est pas bon, le flow, il y a un trou, etc. Et les ops ne sont pas surpris en disant ah ben nous, on pensait que vous alliez faire ça, que vous étiez en train de travailler là-dessus, en fait, vous êtes en train de travailler sur un autre truc. Donc, ça paraît assez simple, mais on est vraiment revenu sur ces bases-là. Donc, la conception, il faut plusieurs ateliers, etc. Et on est en plein dedans en ce moment. C'est tout le monde sur la table. Je vais juste compléter en disant que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on travaille en Scrum, et le Scrum facilite énormément de choses, mais vraiment énormément de choses. Alors, il est moins positionné sur la partie discovery, c'est vrai, mais rien que les phases de sprint planning, en fait, permettent d'associer complètement le dev, qui lui va prendre des postulats souvent liés à la perf, déjà, et d'autre part, qui doit aussi plus se positionner sur la complexité. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement passer d'une US de 8 à 3 simplement en repensant un peu l'approche. Alors, ça suppose effectivement de retourner vers le métier en disant les gars, qu'est-ce que vous en pensez, mais dans les faits, c'est clair que Scrum, pour moi, c'est pas le Graal, il y a certainement d'autres solutions qui existent, mais c'est le Graal pour vraiment bien intégrer les équipes produits et IT. Et métiers. D'autres questions? Non. Eh ben, merci beaucoup tous. Oui, merci. Merci Anaïs. Merci à toi. Merci.